Lorsque j'ai verrouillé cette porte du toit-terrasse avec eux deux à l'intérieur et que je suis descendu les escaliers en tremblant pour couper le disjoncteur principal de l'immeuble, plongeant tout dans l'obscurité absolue, j'ignorais encore que la trahison dont je venais d'être témoin n'était que la couche la plus superficielle d'un plan si cruel et calculé qu'il a failli détruire ma fille. À ce moment-là, le cœur battant de façon désordonnée et les mains moites serrant la clé de réserve, je pensais que le pire était déjà arrivé. Comme je me trompais. Ce que j'ai découvert dans les jours suivants a révélé que mon gendre n'était pas seulement un traître, c'était un prédateur déguisé en homme parfait, et ma Claire se faisait dévorer petit à petit, sans même s'en rendre compte. Je m'appelle Élise Marraine, j'ai 67 ans et toute ma vie j'ai cru connaître les gens qui m'entouraient. Je vis à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon, dans l'un de ces immeubles anciens de 6 étages avec une façade de pierre usée par le temps et des escaliers qui grincent à chaque pas. C'est le genre d'endroit où tout le monde se connaît, où Madame Dubois du 2e étage demande toujours de vos nouvelles lorsque vous la croisez dans le couloir, où Monsieur Petit de la loge connaît les horaires de chaque résident mieux qu'une horloge suisse. Ici, la vie s'écoule avec ce calme apparent des villes de province françaises, où le marché de la place des terreaux le samedi est un rituel sacré et où les commères de la boulangerie du coin savent tout avant que n'importe quel journal ne publie quoi que ce soit. J'ai toujours été une femme discrète, polie, de celles qui préfèrent observer en silence plutôt que de faire un scandale, qui choisissent la diplomatie plutôt que la confrontation. Mais cet après-midi étouffant de juillet, lorsque je suis montée jusqu'au toit-terrasse de l'immeuble en portant un panier de fromage du marché et une bouteille de Côte-du-Rhône pour faire une surprise à ma fille et mon gendre, quelque chose en moi s'est brisé d'une façon que je n'aurais jamais imaginé possible. Il était près de 4 heures de l'après-midi quand j'ai poussé la porte entr'ouverte du toit-terrasse, sentant cette brise chaude et lourde de l'été lyonnais entrer dans mes poumons. La lumière dorée de juillet baignait les toits rouges alentour, et d'ici on pouvait voir la basilique de Fourvière au loin, majestueuse contre le ciel bleu profond. Ma fille Claire m'avait dit qu'elle travaillerait tard au cabinet d'architecture dont elle est associée, alors j'ai pensé laisser le panier en surprise et en profiter pour arroser les plantes qu'elle entretient sur la terrasse. Mais ce que j'ai trouvé en franchissant ce seuil fut une scène qui a glacé mon sang et fait s'arrêter le temps. Là, adossé au mur de briques apparentes, complètement indifférent au monde, se trouvait Julien Morel, mon gendre, l'homme qui a juré d'aimer ma fille devant Dieu et nous tous, et Étienne Garel, le voisin nouvellement arrivé du 5e étage, enlacé dans une étreinte qui ne laissait aucune place au doute. Ce n'était pas de l'amitié, ce n'était pas de la camaraderie masculine, ce n'était rien qui puisse s'expliquer avec innocence. C'était de la passion brute, urgente, cachée. Les mains de Julien agrippaient le dos d'Étienne avec une intensité que je ne l'ai jamais vue démontrer envers Claire, et leurs lèvres se rencontraient avec une faim qui criait les secrets gardés, les mensonges répétés, les trahisons accumulées. Ma première réaction n'a pas été de crier, ni de les confronter, ni de faire le scandale que peut-être n'importe qui d'autre aurait fait. Quelque chose de beaucoup plus froid et calculé s'est emparé de moi à cet instant. Avec des mouvements délibérés et silencieux, j'ai reculé jusqu'à la porte, je l'ai fermée avec précaution pour ne pas faire de bruit, et puis, utilisant la clé de réserve que je porte toujours dans mon trousseau depuis que Claire m'en a donné une copie il y a des années, je les ai enfermés à l'intérieur. J'ai entendu un murmure étouffé de l'autre côté, probablement en percevant le clic de la serrure, mais je n'ai pas attendu d'en entendre davantage. Je suis descendu les escaliers avec les jambes tremblantes, j'ai traversé le couloir du rez-de-chaussée jusqu'au tableau électrique caché dans un coin poussiéreux près de la buanderie, et les mains encore tremblantes, j'ai coupé le disjoncteur principal de l'immeuble. L'obscurité a tout englouti instantanément, le couloir, les escaliers, et certainement ce toit-terrasse où 2 hommes venaient d'être emprisonnés dans la conséquence de leur choix. Je ne me suis pas soucié des protestations qui ont commencé à résonner dans les étages, je n'ai pas regardé en arrière quand Madame Dubois a ouvert sa porte en demandant ce qui s'était passé. Je suis simplement monté jusqu'à mon appartement au 3e étage, j'ai verrouillé la porte, j'ai tiré ma vieille valise en cuir de dessous le lit et j'ai commencé à empiler des vêtements dedans avec des mouvements mécaniques, automatiques, tandis que des larmes silencieuses coulaient sur mon visage et mouillaient le col de mon chemisier. 1 heure plus tard, j'étais à la gare de la Pardieu en train d'embarquer dans le train pour Annecy, où mon amie d'enfance Marguerite vit dans une petite maison de pierre près du lac. Je n'ai pas prévenu Claire, je n'ai prévenu personne. Je suis simplement parti,
emportant avec moi l'image de ces deux hommes et une douleur dans la poitrine qui semblait m'étouffer à chaque respiration. Pendant tout le voyage, j'ai fixé le paysage français défiler par la fenêtre, les champs de tournesol dorés, les vignes verdoyantes, les petits villages avec leurs églises centenaires, et je me suis demandé comment je n'avais pas remarqué avant. Comment une mère, qui se targue de connaître sa fille mieux que quiconque, n'a pas vu les signes? Comment n'ai-je pas remarqué que Julien ne regardait jamais Claire avec un véritable désir, que ses baisers étaient mécaniques, que ses compliments sonnaient répétés? Combien de fois m'a-t-il menti pendant qu'il était dans les bras d'un autre homme? Combien de fois ma fille s'est-elle endormie à ses côtés en croyant être aimée, alors qu'en réalité elle n'était qu'une façade commode? À Annecy, j'ai passé 7 jours entiers sur la véranda de la maison de Marguerite, buvant du thé à la camomille et fixant les eaux cristallines du lac pendant que je digérais ce que j'avais vu. Marguerite, toujours sage et discrète, n'a pas posé de questions intrusives, elle est simplement restée à mes côtés offrant le silence quand j'en avais besoin et des paroles quand je les demandais. Mais c'est pendant ces jours de réflexion forcée que mon esprit a commencé à travailler au-delà de la douleur initiale, au-delà du choc de la trahison découverte. J'ai commencé à me rappeler de petits détails qui auparavant semblaient insignifiants, les voyages fréquents de Julien pour des réunions à Paris qui duraient des week-ends entiers, la façon dont il insistait toujours pour que Claire signe des documents importants sans les lire vraiment, disant que c'était juste de la paperasse ennuyeuse de son bureau à la mairie, la manière dont il contrôlait les finances du couple d'une main de fer tout en disant qu'il protégeait leur avenir. Et puis, comme un éclair déchirant l'obscurité, j'ai réalisé qu'il se passait quelque chose de beaucoup plus grand. La trahison amoureuse n'était que le symptôme visible d'une maladie beaucoup plus profonde et venimeuse. Le 7e jour, alors que le soleil levant peignait les Alpes de rose et d'or, j'ai pris une décision. J'ai appelé Claire pour la première fois depuis mon départ et j'ai simplement dit que je rentrais, que nous devions parler de toute urgence, qu'elle ne devait rien dire à Julien pour le moment. Ma fille, effrayée par mon ton inhabituellement sérieux, a accepté sans poser de questions. J'ai pris le premier train de retour pour Lyon, mais cette fois je ne fuyais pas, je revenais pour la bataille. Pendant tout le voyage de retour, j'ai élaboré un plan. J'avais besoin de preuves concrètes, de preuves qui allaient au-delà de ce que j'avais vu sur ce toit-terrasse. Je devais protéger Claire non seulement de la trahison émotionnelle, mais de tout ce que Julien tramait dans l'ombre. Et j'avais le terrible pressentiment que ce que j'allais découvrir serait bien pire qu'un simple mari infidèle. Mais avant de rentrer chez moi, avant de confronter quelque vérité que ce soit, j'ai regardé par la fenêtre du train et j'ai vu mon reflet dans la vitre, une femme aux cheveux grisonnants, aux yeux fatigués mais déterminés, et pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti autre chose que de la douleur. J'ai ressenti de la colère. Une colère froide, contrôlée, du genre qui n'explose pas en cri mais se transforme en action calculée. Julien Morel avait sous-estimé la belle-mère discrète et polie. Il était sur le point de découvrir que les femmes de ma génération ont appris à survivre aux guerres, aux crises et aux hommes menteurs. Et je ne permettrai pas qu'ils détruisent ma fille. Si vous m'écoutez maintenant et que vous avez déjà vécu la douleur de découvrir que quelqu'un que vous aimiez n'était pas qui il prétendait être, si vous avez déjà senti le sol se dérober sous vos pieds lorsque la vérité a finalement éclaté, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous m'écoutez, car ces histoires nous connectent, nous rappellent que la vie continue même après les tempêtes les plus cruelles. Et si cette histoire touche votre cœur, laissez votre like ici, chaque geste de soutien me donne la force de continuer à partager ces vérités douloureuses mais nécessaires. Lorsque le train s'est finalement arrêté à la gare de la Part-Dieu et que je suis descendu avec ma valise traînant sur les pavés du quai, je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Ce que j'allais découvrir dans les prochains jours changerait tout à jamais. Mais ce que je ne savais pas encore, ce qui m'attendait encore dans les ombres de ma propre maison, c'était que la trahison sur le toit-terrasse n'était que la porte d'entrée d'un labyrinthe de mensonges si élaboré que, lorsque j'ai finalement trouvé la sortie, je reconnaissais à peine la femme que j'étais devenue. Je suis rentré chez moi en fin d'après-midi un mardi gris, avec des nuages bas menaçant la pluie sur Lyon. L'immeuble semblait exactement le même, les mêmes fenêtres avec des volets en bois, le même portail vert foncé écaillé, la même plaque en laiton avec les noms des résidents que personne n'a mis à jour depuis des années. Mais pour moi, tout avait changé.
Chaque marche de cet escalier grinçant portait maintenant le poids d'une vérité non dite, chaque porte fermée cachait des secrets que je devais encore déterrer. Je suis montée directement à l'appartement de Claire au 4e étage, sautant délibérément mon propre étage, parce que je savais que si j'entrais d'abord chez moi, je perdrais le courage de faire ce qui devait être fait. Claire a ouvert la porte avec le visage pâle d'inquiétude, les cheveux châtains attachés en un chignon négligé et de profonds cernes sous les yeux verts qu'elle a hérités de son père. Elle m'a tiré à l'intérieur avec urgence, fermant la porte rapidement comme si elle craignait que quelqu'un nous entende. L'appartement était silencieux, Julien n'était pas encore rentré du travail, ou du moins c'est ce qu'elle m'a dit. Nous nous sommes assises dans la petite cuisine accueillante, avec ses murs de carrelage blanc et la vieille table en bois où tant de repas familiaux ont eu lieu, et pendant un long moment nous nous sommes simplement regardés. Ma fille semblait plus petite d'une certaine manière, plus fragile, comme si elle portait un poids invisible sur les épaules qui la courbaient vers l'intérieur. « Maman, qu'est-ce qui se passe ? Tu disparais pendant une semaine sans explication, tu m'appelles en me disant de ne rien dire à Julien, tu arrives ici avec cette tête. » Sa voix tremblait, oscillant entre inquiétude et peur. J'ai respiré profondément, choisissant mes mots avec soin, parce que je savais que ce que j'étais sur le point de révéler détruirait son monde, du moins temporairement. Mais je savais aussi que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, était le seul chemin pour la sauver. Claire, j'ai besoin de te poser quelques questions avant de te raconter quoi que ce soit, et j'ai besoin que tu sois complètement honnête avec moi. Ma voix est sortie plus ferme que je ne l'espérais, portant des décennies d'expérience dans la gestion de situations difficiles. Julien t'a-t-il demandé de signer des documents dernièrement ? Des contrats, des papiers de banque, n'importe quoi qu'il dit être juste de la paperasse administrative de routine ? Ma fille a cligné des yeux, visiblement confuse par la question, mais après un moment elle a hoché la tête lentement. Oui, il y a quelques mois il a apporté des papiers de la mairie, il a dit que c'était quelque chose lié aux avantages fiscaux, qu'il avait besoin de ma signature en tant qu'épouse pour optimiser nos impôts. Pourquoi ? J'ai senti mon estomac se serrer. Et tu as lu ces papiers avant de signer ? Le silence qui a suivi a été une réponse suffisante. Claire a détourné le regard, jouant nerveusement avec son alliance, puis a murmuré doucement, « Julien s'est toujours occupé de ces choses, maman. Il comprend les finances, il travaille à la mairie avec ça tous les jours. Je lui ai fait confiance. » Les derniers mots sont sortis presque comme une question, comme si elle commençait déjà à remettre en question cette confiance aveugle. J'ai pris ses mains dans les miennes, sentant combien elles étaient glacées malgré la chaleur étouffante de la cuisine. Claire, mon amour, je dois te raconter quelque chose de très difficile. Il y a une semaine, je suis venue te faire une surprise et je suis montée sur le toit terrasse. Ce que j'ai vu là-haut, a tout changé. J'ai fait une pause, voyant la peur grandir dans les yeux de ma fille. J'ai trouvé Julien dans les bras d'un autre homme. Étienne, le nouveau voisin du 5e étage. Ce n'était pas de l'amitié, Claire. C'était plus que ça. Beaucoup plus. Les mots sont restés suspendus dans l'air entre nous comme des éclats de verre, tranchants et impossibles à ignorer. Le visage de Claire a traversé une série d'émotions si rapides que j'ai à peine pu suivre choc, déni, douleur, colère, confusion, jusqu'à finalement se fixer sur une expression vide, presque déconnectée de la réalité. Elle a lâché mes mains et s'est levée de la chaise en titubant légèrement, s'appuyant sur l'évier comme si elle avait besoin de quelque chose de solide pour ne pas s'effondrer. Non. Non, maman, tu as dû te tromper. Julien nous sommes mariés depuis 5 ans, nous. Sa voix s'est éteinte, parce qu'au fond, dans une partie d'elle qui savait peut-être toujours mais refusait d'accepter, la vérité s'assemblait comme les pièces d'un puzzle douloureux. Je sais que c'est difficile, je sais que ça fait plus mal que n'importe quoi, mais Claire, écoute, je ne suis pas venue ici juste pour te parler de la trahison. Pendant la semaine que j'ai passée à Annecy, j'ai commencé à me souvenir de choses étranges, de comportements de Julien qui n'ont jamais eu de sens complet. Et j'ai le terrible pressentiment qu'il se passe autre chose, quelque chose lié à ces papiers que tu as signés sans lire. Je me suis rapprochée d'elle, posant ma main sur son épaule tendue.
J'ai besoin que tu me montres ces documents. J'ai besoin que tu m'aides à découvrir ce qui se passe vraiment ici. Tu me fais confiance? Claire s'est retournée lentement, et dans ses yeux j'ai vu la même détermination que j'ai toujours admirée chez elle depuis qu'elle était enfant, cette force silencieuse qui vient de l'intérieur quand tout autour s'effondre. Je te fais confiance, maman. Je t'ai toujours fait confiance. Elle a essuyé les larmes qui commençaient à couler avec le dos de sa main et a respiré profondément, redressant les épaules. Les papiers sont dans le bureau. Julien garde tout dans un dossier verrouillé dans le tiroir, mais je sais où il cache la clé. Dans les 15 minutes qui ont suivi, nous avons fouillé le petit bureau que Julien avait aménagé dans la chambre d'amis, un espace méticuleusement organisé avec un bureau en acajou, des étagères remplies de livres sur les finances et le droit, et un ordinateur de bureau qui restait toujours protégé par un mot de passe. Claire a trouvé la clé cachée derrière un cadre photo ironiquement, une photo de leur mariage, et a ouvert le tiroir verrouillé avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait un dossier en cuir marron, étonnamment mince pour quelque chose que Julien gardait sous clé. Lorsque nous l'avons ouvert sur le bureau et avons commencé à examiner son contenu, j'ai senti mon sang se glacer dans mes veines. Il y avait 3 documents principaux. Le premier était un contrat de vente de l'appartement où nous nous trouvions, ce même appartement qui avait été acheté avec l'argent de l'héritage du père de Claire, qu'elle avait reçu quand il est décédé il y a 5 ans, peu avant le mariage. Le document était partiellement rempli, il manquait seulement quelques signatures finales, et l'acheteur listé était une entreprise dont je n'avais jamais entendu parler, Garel Investissement SARL. Le nom de famille m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Garel. Étienne Garel. Le deuxième document était encore pire, une procuration en clé illimitée au nom de Julien, lui donnant un pouvoir total pour déplacer, vendre ou transférer tous les biens enregistrés au nom de Claire, y compris ses parts dans la société d'architecture où elle travaillait. Et le troisième document, celui qui a finalement fait que tout s'assemblait en une image terrifiante, était un contrat de société entre Julien Morel et Étienne Garel pour l'ouverture d'une entreprise de conseil immobilier à Nice, avec un capital initial provenant de la liquidation d'actifs conjugaux. Claire tenait les papiers avec des mains tremblantes tellement que le papier bruissait audiblement dans le silence pesant du bureau. Son visage avait perdu toute couleur, devenant blanc comme les carreaux de la cuisine, et sa respiration sortait par petites bouffées courtes et irrégulières. Il me volait? Il prévoyait de me laisser sans rien pendant qu'il s'enfuyait avec. Elle n'a pas pu terminer la phrase, la réalité étant trop à assimiler d'un seul coup. Pas seulement voler, mon amour. Il t'utilisait systématiquement, construisant un piège juridique où tu signerais ta propre ruine financière en pensant que tu prenais juste soin de paperasse bureaucratique. Ma voix est sortie dure, tranchante, chargée d'une colère que je permets rarement de venir à la surface. Et le pire c'est que c'était planifié. Regarde les dates de ces documents, ils ont commencé à être préparés il y a plus d'1 an. Cela signifie que Julien et Étienne sont ensemble depuis au moins autant de temps, planifiant cela méticuleusement. À ce moment-là, nous avons entendu la clé tourner dans la serrure de la porte d'entrée. Julien était arrivé. Claire et moi avons échangé un regard rapide et désespéré, et dans un mouvement instinctif j'ai poussé tous les documents dans le dossier, j'ai fermé le tiroir mais délibérément je ne l'ai pas verrouillé, et j'ai poussé Claire hors du bureau. Comporte-toi normalement. Ne dis rien encore. J'ai besoin de plus de preuves, j'ai besoin de comprendre tout le stratagème avant de le confronter, sinon il pourrait détruire des preuves ou inventer des mensonges que nous ne pourrons pas démentir. J'ai tout chuchoté rapidement à son oreille pendant que nous marchions vers le salon, essayant de composer des expressions neutres sur nos visages. Julien est entré en portant sa mallette en cuir noir et en portant ce costume gris impeccable qui le faisait toujours paraître si professionnel et fiable. Quand il nous a vus dans le salon, son visage s'est illuminé avec ce sourire charmant que je reconnaissais maintenant comme de la pure fausseté. « Élise! Quelle surprise! Claire m'a dit que vous aviez voyagé. Comment s'est passé Annecy ?» Sa voix était mélodieuse, amicale, complètement dépourvue de toute culpabilité ou nervosité. C'était un acteur consommé, j'ai réalisé avec une horreur croissante.
Combien de fois nous avait-il menti avec ce même sourire confiant? C'était revigorant, Julien. Parfois une femme de mon âge a besoin de temps pour elle-même, pour penser à la vie et aux gens qui l'entourent. J'ai gardé ma voix légère mais j'ai laissé une pointe de signification dans les mots, le testant, voulant voir s'il captait la menace voilée. Mais Julien a simplement hoché la tête avec sympathie, a posé sa mallette sur le canapé et a marché jusqu'à Claire pour embrasser son visage, un geste mécanique, sans amour, qui maintenant me retournait l'estomac. Ma fille est restée rigide sous son contact, et j'ai vu Julien froncer légèrement les sourcils, percevant la tension mais l'attribuant apparemment à ma présence inattendue. Bon, je vais vous laisser dîner en paix. J'ai besoin de me reposer du voyage. Je me suis levée, j'ai embrassé le front de Claire avec une force supplémentaire pour transmettre un soutien silencieux, et je me suis dirigée vers la porte. Mais avant de sortir, je me suis retournée et j'ai regardé directement Julien. Au fait, Julien, ce problème avec l'électricité de l'immeuble qui s'est produit la semaine dernière, tu as découvert ce que c'était? J'ai entendu dire que le toit-terrasse est resté sans lumière pendant des heures. J'ai observé attentivement sa réaction, cherchant tout signe de malaise, toute fissure dans ce masque parfait. Pendant une fraction de seconde, si brève que je l'ai presque manqué, j'ai vu quelque chose passer dans ses yeux. Ce n'était pas de la culpabilité, c'était du calcul. Il évaluait combien je savais, évaluait si mon commentaire était innocent ou chargé d'accusation. Mais ensuite le sourire est revenu, doux et insouciant. Ah, oui, quel inconvénient c'était. Apparemment c'était une panne dans le vieux système. Le concierge a déjà réparé. Heureusement j'étais au travail quand c'est arrivé. La petite hésitation avant de mentir sur où il était presque imperceptible, mais je l'ai remarqué. Et par la façon dont ses doigts se sont légèrement contractés, il a remarqué que je l'avais remarqué. Je suis sorti de l'appartement avec le cœur accéléré, je suis descendu les escaliers jusqu'à mon étage et j'ai verrouillé la porte derrière moi avec des mains tremblantes. Le masque civilisé que j'avais maintenu pendant toute la conversation s'est finalement effondré, et je me suis permis quelques minutes de pure angoisse, appuyé contre la porte fermée, respirant profondément pour contrôler les vagues de colère et de peur qui menaçaient de m'engloutir. Mais après ces minutes de faiblesse, je me suis ressaisi. Il n'y avait pas de temps pour s'effondrer. Je devais agir, et je devais agir vite. Pendant les 48 heures suivantes, je me suis transformée en quelque chose que je n'aurais jamais imaginé être, une enquêtrice déterminée. J'ai appelé Martin, un vieil ami de mon défunt mari qui a travaillé comme avocat jusqu'à sa retraite, et j'ai fixé un café discret dans une brasserie loin de notre quartier. Je lui ai tout raconté, la trahison sur le toit-terrasse, les documents trouvés, les soupçons croissants. Martin a écouté en silence, son expression devenant de plus en plus sombre, et quand j'ai terminé il a secoué la tête avec regret. Élise, ce que tu as décrit c'est de la fraude conjugale, de la fausseté idéologique et possiblement du détournement de fonds. Si Julien réussissait à faire signer à Claire la procuration finale et le contrat de vente, elle se retrouverait littéralement sans rien, et en plus probablement avec des dettes s'il a contracté des prêts en son nom. Tu dois agir vite et tu as besoin de preuves irréfutables. Martin m'a orienté sur les prochaines étapes. Premièrement, nous avions besoin de copies certifiées de ces documents. Deuxièmement, nous devions vérifier s'il y avait déjà d'autres transactions ou contrats faits au nom de Claire sans sa connaissance réelle. Troisièmement, et le plus important, nous devions découvrir exactement qui était Étienne Garel et comment lui et Julien s'étaient connectés. Ce genre de stratagème est rarement improvisé, Élise. Généralement il y a un historique, un schéma. Des hommes comme Julien ne se réveillent pas un jour et décident de faire ça, qu'ils l'ont déjà fait avant, ou l'ont planifié méticuleusement pendant très longtemps. Je suis rentré chez moi avec la tête tournant de possibilités et d'actions nécessaires. Claire m'a appelé tard dans la nuit, chuchotant au téléphone que Julien était sorti en disant qu'il avait un engagement urgent et qu'elle en avait profité pour faire des copies de tous les documents du tiroir, en plus de tout photographier avec son portable. Maman, j'ai trouvé plus de choses. Des relevés bancaires de comptes dont je ne savais pas qu'ils existaient, tous à mon nom. Il y a des prêts, des virements, c'est tellement de choses que je ne peux pas comprendre toute seule.
Sa voix était étranglée de larmes contenues, mais il y avait aussi une détermination croissante là. Ma fille se réveillait de l'illusion, et bien que cela fasse terriblement mal, c'était nécessaire. Apporte tout demain matin chez moi. Nous allons nous asseoir avec Martin et décortiquer chaque papier, chaque transaction. Et Claire? J'ai fait une pause, choisissant les bons mots. Je sais que tu souffres, je sais que ton monde s'effondre. Mais tu es forte, plus forte que tu ne l'imagines. Et nous allons traverser ça ensemble, toi et moi. Il ne va pas gagner. Nous ne le permettrons pas. J'ai entendu un sanglot étouffé de l'autre côté de la ligne, suivi d'un « je t'aime », maman chuchotait avant qu'elle ne raccroche. Le lendemain matin, quand Claire est arrivée à mon appartement en portant un sac rempli de documents, son visage était gonflé d'avoir tant pleuré mais ses yeux brillaient de détermination. Nous avons tout étalé sur ma table à manger, contrat, relevé bancaire, message imprimé qu'elle avait trouvé sur l'ordinateur de Julien, reçu de virement. Et plus nous regardions, plus l'ampleur du stratagème se révélait. Julien avait ouvert 3 comptes bancaires au nom de Claire en utilisant d'anciennes procurations qu'elle avait signées il y a des années pour des choses légitimes. Dans ces comptes, il avait contracté des prêts totalisant presque 200 000 €, tout cet argent étant transféré vers des comptes d'entreprise de cette Garel Investissement. Il y avait aussi des emails échangés entre Julien et Étienne discutant ouvertement du plan. Dès qu'ils obtiendraient la procuration et que la vente de l'appartement serait conclue, Julien demanderait le divorce en alléguant des différences irréconciliables, et avant que Claire puisse réagir légalement, tout l'argent serait déjà hors du pays, transféré vers des comptes à Monaco et en Suisse. Le plus choquant de tout étaient les messages personnels entre eux. Ce n'était pas juste des discussions sur l'argent et les plans, c'étaient des déclarations d'amour, des promesses d'une vie ensemble loin de Lyon, loin des obligations étouffantes, comme Julien se référait au mariage. Il y avait des photos d'eux voyageant ensemble à Paris, Nice, même Amsterdam, toujours quand Julien disait à Claire qu'il était en voyage d'affaires. Et dans l'un des messages les plus récents, Julien a écrit quelque chose qui m'a fait voir rouge, encore quelques mois, mon amour. Claire va tout signer en pensant qu'elle m'aide avec les impôts, et ensuite nous serons libres. Elle est si naïve, si facile à manipuler. Je ressens presque de la pitié, mais pas assez pour renoncer à notre vie ensemble. Claire a lu ce message à voix haute, et quand elle a terminé, quelque chose en elle s'est brisé de façon définitive. Ce n'était plus la rupture de la douleur, c'était la rupture qui transforme, qui durcit, qui forge une nouvelle personne des cendres de l'ancienne. Il m'a appelée naïve. Facile à manipuler. Sa voix était étrangement calme, presque détachée. Pendant 5 ans j'ai aimé cet homme, j'ai renoncé à des choses pour lui, je lui ai fait confiance avec tout ce que j'ai. Et pour lui j'étais juste, une cible facile. Un moyen pour une fin. Elle a posé le papier sur la table avec un soin excessif, comme si c'était quelque chose de radioactif, puis m'a regardé avec des yeux qui semblaient avoir vieilli de plusieurs années en quelques jours. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, maman? Comment je sors de ça? Comment je le fais payer pour ce qu'il a fait? Et c'est à ce moment-là, en regardant ma fille transformée par la trahison et la vérité cruelle, que j'ai commencé à formuler un plan. Ce ne serait pas seulement pour sauver Claire financièrement ou protéger son patrimoine. Ce serait pour la justice. Pour faire en sorte que Julien et Étienne affrontent les conséquences de leurs actes d'une manière dont ils ne pourraient pas échapper, ne pourraient pas mentir, ne pourraient pas détruire d'autres femmes à l'avenir. Mais pour cela, je devrais être plus intelligente qu'eux, plus calculée, plus patiente. Et pour la première fois dans toute cette épreuve, j'ai senti un sourire froid se former sur mes lèvres. Ils avaient sous-estimé 2 femmes qui n'avaient plus rien à perdre. Martin nous a reçus dans son bureau à domicile un matin pluvieux d'août, lorsque Lyon était couverte par ce type de bruine fine et persistante qui semble mouiller jusqu'aux os. Son appartement se trouvait dans le quartier de la Croix-Rousse, dans l'une de ces constructions anciennes avec de hauts plafonds et d'immenses fenêtres donnant sur les rues abruptes et sinueuses de l'ancien quartier des Canuts. Il a examiné tous les documents que nous avions apportés avec la minutie de quelqu'un qui a passé des décennies à décortiquer des contrats et à trouver des failles juridiques, ses lunettes de lecture descendant sur son nez tandis qu'il prenait des notes dans un carnet en cuir usé.
après presque 2 heures de silence, ponctué seulement par le son de son stylo grattant le papier et par la pluie battant aux fenêtres, Martin s'est finalement adossé à sa chaise et a poussé un long soupir. C'est pire que je ne l'imaginais, mais c'est aussi mieux que ça aurait pu être. Pire parce que le stratagème est étendu et bien structuré, ce Julien connaît les lois, il sait exactement comment manipuler le système. Mieux parce qu'il est devenu trop confiant, négligent. Il a laissé des traces partout, en supposant que Claire ne découvrirait jamais. Il a retiré ses lunettes et s'est massé l'arête du nez avec lassitude. Le problème c'est que certains de ces documents que Claire a signés ont déjà une validité légale. L'ancienne procuration, par exemple, bien qu'elle ne soit pas ample, permet déjà certaines transactions. Les prêts ont été contractés techniquement dans la légalité, puisque Claire est officiellement la titulaire des comptes. Défaire ça va nécessiter un procès judiciaire qui peut prendre des mois, peut-être des années. Claire, assise à mes côtés sur un canapé de velours vert foncé, a encore pâli. Alors il va réussir? Il va tout voler et je ne peux rien faire? Sa voix portait le désespoir et l'épuisement accumulé de nuits sans sommeil et de jours passés dans le brouillard surréaliste de voir sa vie s'effondrer. Martin a levé la main dans un geste rassurant. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que défaire ça va prendre du temps. Mais l'empêcher de continuer, en gelant tout maintenant et en exposant le stratagème avant qu'il ne complète la dernière étape, ça nous pouvons le faire immédiatement. Et nous pouvons le faire d'une manière qui non seulement te protège, Claire, mais garantit aussi que Julien affronte des conséquences criminelles, pas seulement civiles. Il s'est levé et a commencé à marcher dans le bureau, les mains croisées dans le dos, dans cette manière caractéristique qu'il avait quand il formulait une stratégie. Voici ce que nous allons faire. Premièrement, lundi matin, Claire ira à la banque avec toute cette documentation et va enregistrer une contestation formelle de toutes les transactions faites en son nom sans sa connaissance consciente. La banque sera obligée de geler ses comptes immédiatement pendant qu'elle enquête. Deuxièmement, nous allons déposer une plainte criminelle contre Julien pour fraude, fausseté idéologique et détournement de fonds. Avec toutes ces preuves, la police n'aura pas d'autre choix que d'enquêter. Troisièmement, et c'est crucial, nous allons faire tout ça de manière coordonnée et rapide, avant qu'il ne réalise que nous avons tout découvert. Mais j'avais une autre idée, quelque chose qui fermentait dans ma tête depuis que j'avais vu ces messages arrogants de Julien appelant ma fille naïve. Martin, et s'il y avait un moyen de le faire s'exposer encore plus? De le faire commettre une erreur si évidente qu'il n'y aurait aucun moyen d'échapper aux conséquences? Tous les deux m'ont regardé avec curiosité. Claire n'a pas encore confronté Julien, n'est-ce pas? Il ne sait pas que nous savons tout. Et si nous utilisions ça à notre avantage? Et si nous faisions semblant que Claire est sur le point de signer exactement ce qu'il veut, la procuration ample, le contrat de vente, mais nous faisons ça dans un contexte où tout est documenté, enregistré, où il confesse lui-même ses intentions? Martin est resté silencieux un moment, considérant, puis un sourire lent et impressionné s'est formé sur son visage. Élise, tu suggères un piège? Faire croire à Julien qu'il a gagné, qu'il a obtenu tout ce qu'il voulait, et utiliser son arrogance contre lui-même? J'ai hoché la tête. Exactement. Des hommes comme Julien, quand ils pensent qu'ils ont le contrôle complet, deviennent négligents. S'il croit que Claire est sur le point de tout signer, il voudra célébrer, il voudra se vanter à Étienne, peut-être même révéler d'autres détails du plan que nous n'avons pas encore découverts. Claire m'a regardé avec un mélange de peur et d'admiration. Maman, tu es en train de dire que je devrais faire semblant de lui donner exactement ce qu'il veut? Que je devrais jouer comme si rien n'allait mal? J'ai pris sa main entre les miennes. Je sais que c'est demander beaucoup, mon amour. Je sais que chaque moment près de lui doit être une torture maintenant. Mais pense avec moi, si nous faisons ça correctement, si nous réussissons à le faire confesser tout sur un enregistrement, si nous obtenons des preuves irréfutables non seulement de ce qu'il a déjà fait mais de ses intentions criminelles, il ne pourra pas prétendre qu'il y a eu malentendu, il ne pourra pas engager d'avocat cher pour déformer la vérité. Il sera condamné par ses propres paroles. Martin a commencé à élaborer le plan avec plus de détails. Claire dirait à Julien qu'elle avait finalement révisé tous ses documents et que,
bien qu'elle ait eu quelques doutes, elle lui faisait confiance et était prête à tout signer. Nous fixerions une réunion formelle dans un bureau, soi-disant pour finaliser la paperasse avec un notaire, mais en réalité ce serait dans un endroit où nous pourrions tout enregistrer légalement. Pendant cette réunion, Martin poserait des questions spécifiques à Julien sur le but de chaque document, le forçant à expliquer, et donc à mentir explicitement sur ses véritables intentions. Avec des enregistrements audio et vidéo, des témoins, et Julien exposant ses propres mensonges, nous aurions un cas criminel inattaquable. Mais il y avait des risques. Si Julien se méfiait de quoi que ce soit, il pourrait fuir, détruire des preuves, transférer l'argent déjà volé vers des endroits d'où il serait impossible de le récupérer. Nous devions être parfaites dans le jeu d'acteur, nous devions garder un calme absolu. Et Claire, qui était détruite émotionnellement, devrait passer des jours, peut-être des semaines, en faisant semblant d'être l'épouse aimante et confiante alors qu'à l'intérieur elle serait en morceaux. Je peux faire ça, maman. Pour moi, pour toutes les femmes qui pourraient faire ça à l'avenir, je peux. La détermination dans sa voix était réelle, mais je pouvais voir le coup que cela aurait. Dans les jours qui ont suivi, Claire est rentrée chez elle et a commencé à jouer. Elle disait à Julien qu'elle était heureuse, qu'elle avait pensé à leur avenir, qu'elle faisait confiance à ses décisions financières. Julien, comme nous l'avions prévu, était visiblement soulagé et même plus affectueux, non par amour, mais parce qu'il pensait que son plan fonctionnait parfaitement. Il a organisé un dîner romantique dans un restaurant élégant près du parc de la Tête d'Or, où ils ont trinqué à leur avenir, avec du champagne cher, et Claire m'a appelé après en pleurant silencieusement dans les toilettes du restaurant, disant que c'était la chose la plus difficile qu'elle ait jamais faite, sourire et faire semblant pendant qu'il lui mentait en face. Pendant ce temps, Martin et moi préparions le piège final. Il a loué une salle de réunion dans un cabinet d'avocats amis, a installé des caméras discrètes et des enregistreurs professionnels, et a préparé des documents faux qui semblaient identiques aux originaux mais qui en réalité n'avaient aucune validité légale, au cas où Julien essaierait de les utiliser après. Nous avons fixé la réunion pour un vendredi matin, 2 semaines après que Claire ait tout découvert, disant à Julien que c'était pour finaliser les papiers d'optimisation fiscale avec un notaire que Martin avait arrangé. La veille de la réunion, je n'ai pas pu dormir. Je continuais d'imaginer tout ce qui pourrait mal tourner, toutes les façons dont Julien pourrait s'échapper. Mais je pensais aussi à toutes les femmes que des hommes comme lui avaient détruites, à toutes les vies ruinées par des prédateurs charmants et manipulateurs. Et je pensais à ma Claire, qui méritait bien plus que d'être traitée comme un moyen pour une fin égoïste. Quand le soleil s'est finalement levé ce vendredi-là, teignant le ciel de lion de rose et d'orange, j'ai mis ma plus belle tenue, un ensemble bleu marine élégant que mon mari disait toujours me faire paraître invincible, et je me suis préparée pour la bataille. La réunion était prévue pour 10 heures du matin. Claire et Julien sont arrivés ensemble, lui portant son meilleur costume et affichant cette confiance irritante de quelqu'un qui pense avoir déjà gagné. Martin les a reçus avec un professionnalisme impeccable, jouant le rôle d'avocat spécialisé en droit fiscal, et les a guidés jusqu'à la salle de réunion où je les attendais déjà, assises sur une chaise contre le mur, soi-disant juste comme soutien moral pour Claire. Julien m'a salué avec ce sourire faux, et c'est tout ce que j'ai pu faire pour ne pas lui cracher au visage. Martin a commencé à réviser les documents méticuleusement, expliquant chaque clause dans un langage technique qui sonnait impressionnant mais était délibérément confus. Julien, impatient de terminer et d'obtenir les signatures, a commencé à accélérer les explications, simplifiant trop, et c'est là que Martin l'a attrapé. Monsieur Morel, juste pour confirmer pour les registres, vous dites que cette procuration en plaît simplement pour faciliter des transactions fiscales de routine? Julien a hoché la tête rapidement. Exactement, juste de la bureaucratie. Et ce contrat de vente du bien immobilier résidentiel, vous confirmez que c'est avec la connaissance et le consentement total de Madame Marraine, et que la valeur de vente sera intégralement reversée pour le bénéfice conjoint du couple? Julien a hésité une fraction de seconde, puis a de nouveau hoché la tête. Bien sûr, tout est pour notre bénéfice conjoint, pour investir dans quelque chose de mieux. Le mensonge était si effronté, si confiant, que j'ai senti la nausée. Martin a continué, question après question,
et Julien a continué à répondre avec des mensonges enregistrés en haute définition. Puis Martin a posé la question finale, la plus importante. Monsieur Morel, avez-vous un intérêt personnel dans cette transaction au-delà du bien-être conjugal? Un accord parallèle, un bénéficiaire tiers, une relation commerciale ou personnelle avec l'entreprise acheteuse Garel Investissement? Et là, à ce moment crucial, j'ai vu la première fissure dans le masque de Julien. Il a cligné des yeux, mal à l'aise, et a regardé rapidement Claire comme s'il cherchait confirmation qu'elle ne savait rien. Non, aucun intérêt personnel. Pourquoi demandez-vous? Procédure standard, Monsieur Morel. Juste pour garantir qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Martin a gardé le ton neutre, mais je pouvais voir le triomphe contenu dans ses yeux. Julien avait menti sous enregistrement, niant une connexion directe avec Étienne et l'entreprise, alors que nous avions des emails prouvant exactement le contraire. C'était la pièce finale dont nous avions besoin. Très bien, alors si Madame Marraine pouvait signer ici, ici et ici. Martin a poussé les faux documents vers Claire, pointant les lignes de signature. Claire a pris le stylo, et j'ai vu ses mains trembler légèrement. Elle m'a regardé, et j'ai hoché la tête imperceptiblement, lui donnant de la force. Mais alors, juste au moment où elle était sur le point de toucher le stylo au papier, Martin a interrompu. « Ah, pardon, Madame Marraine, il y a une dernière formalité. J'ai besoin que vous confirmiez à voix haute que vous signez ces documents de votre plein gré, sans coercition, et avec une compréhension totale de leurs implications. » Claire a respiré profondément, et quand elle a parlé, sa voix était ferme et claire. « En fait, je ne vais pas signer. » Le silence qui est tombé sur la salle était absolu. Julien est resté immobile, traitant les mots, puis a eu un rire nerveux. « Claire, mon amour, quelle plaisanterie est-ce? Nous sommes ici pour... » Mais elle l'a interrompu, sa voix gagnant en force. « Ce n'est pas une plaisanterie, Julien. Je sais tout. Je sais sur toi et Étienne, je sais sur les prêts frauduleux, je sais sur le plan de voler tout ce que j'ai et de disparaître. Je sais que tu m'as utilisé, que tu m'as menti, que tu m'as appelé naïve et facile à manipuler. Et je ne vais rien signer qui te donne un centime de ce qui est à moi. » Le visage de Julien est passé de confus à pâle à rouge de colère en quelques secondes. Il s'est levé brusquement, la chaise raclant bruyamment le sol. « Tu ne sais pas de quoi tu parles. Tu es folle, Claire, paranoïaque. Qui t'a mis ces idées ridicules dans la tête? » Il m'a regardé avec une haine pure. « C'était toi, n'est-ce pas, Élise? Vieille intruse. Tu ne m'as jamais accepté, tu as toujours voulu détruire notre mariage. » Son masque d'homme éduqué et charmant était complètement tombé, révélant la colère et le désespoir en dessous. Martin s'est levé calmement, sortant une enveloppe de sa mallette. « Monsieur Morel, j'ai ici des copies de tous les emails échangés entre vous et Monsieur Étienne Garel, des relevés bancaires de comptes frauduleux ouverts au nom de Madame Marraine, des contrats de société entre vous, et des enregistrements de cette réunion où vous avez menti de manière répétée sous questionnement direct. La police a déjà été notifiée et il y a une ordonnance judiciaire en préparation pour geler tous les comptes impliqués et lancer une enquête criminelle pour fraude conjugale, fausseté idéologique et détournement de fonds. » Il a tendu l'enveloppe à Julien, qui l'a prise avec des mains tremblantes. « Je suggère fortement que vous engagiez un avocat criminaliste. » Julien est resté là debout, tenant l'enveloppe, et pour la première fois depuis que je le connaissais, j'ai vu une peur réelle dans ses yeux. Ce n'était plus l'homme confiant et contrôleur, c'était un criminel pris en flagrant délit, réalisant que ses mensonges soigneusement construits c'étaient des faits. Il a regardé Claire une dernière fois, et a tenté une dernière manœuvre désespérée. « Claire, mon amour, tu ne comprends pas. Je t'aime, tout ça c'est un malentendu, nous pouvons résoudre. » Mais ma fille a simplement secoué la tête, des larmes coulant finalement librement sur son visage. « Tu ne m'as jamais aimé, Julien. Et j'ai gaspillé 5 ans de ma vie dans un mariage avec un fantôme. Mais je ne vais pas gaspiller une seconde de plus. » Julien a jeté l'enveloppe sur la table, nous a tous regardés avec haine et mépris, et est sorti de la salle en claquant la porte avec force.
Nous avons entendu ses pas furieux résonner dans le couloir, puis le silence. Claire s'est effondrée sur la chaise, son corps secoué de sanglots libérés après des semaines de tension contenue. J'ai couru jusqu'à elle et les serré fort, sentant ses larmes mouiller mon épaule, et pour la première fois dans tout ce cauchemar, j'ai laissé mes propres larmes couler aussi. Ce n'était pas juste des larmes de douleur, c'était de soulagement, de colère libérée, d'une bataille gagnée même si la guerre n'était pas encore complètement terminée. Martin nous a donné quelques minutes puis, avec gentillesse, a expliqué les prochaines étapes. L'enquête criminelle prendrait quelques mois, mais avec les preuves que nous avions, la condamnation de Julien était pratiquement certaine. Les comptes seraient gelés, l'empêchant de déplacer l'argent volé. Claire pourrait entamer le processus de divorce immédiatement, et avec les preuves de fraude, elle aurait le droit de récupérer tout ce qui était possible et même de demander des dommages et intérêts pour préjudice moral. Ce ne serait pas facile, ce ne serait pas rapide, mais la justice serait faite. Quand nous sommes sortis de ce bureau quelques heures plus tard, le soleil était déjà haut dans le ciel de Lyon, brûlant les derniers nuages du matin. Claire et moi avons marché en silence dans les rues anciennes du quartier, passant devant des cafés remplis de gens prenant leur déjeuner, devant des vitrines de boutiques qui ne semblaient plus importantes, devant des places où des enfants jouaient indifférents au drame des adultes. Et là, dans cette promenade silencieuse côte à côte, j'ai senti que quelque chose avait changé fondamentalement en nous deux. Nous n'étions plus les mêmes femmes qu'avant cet après-midi sur le toit-terrasse. Nous avions été brisées et reformées, et dans la reconstruction nous étions devenues plus fortes, plus sages, plus prudentes mais aussi plus courageuses. Les mois qui ont suivi cette réunion ont été des montagnes russes d'émotions, de procédures légales, de révélations choquantes, étonnamment, de moments de guérison inattendus. Julien a été formellement accusé de multiples crimes financiers, et l'enquête policière a révélé que Claire n'était pas sa première victime, il y avait une autre femme à Paris, des années auparavant, qu'il avait manipulée de manière similaire, bien que dans ce cas elle n'ait jamais découvert à temps pour l'empêcher complètement. Savoir cela a apporté une douleur renouvelée à Claire, réalisant qu'elle n'avait été qu'une de plus dans un schéma de prédation calculé, mais cela a aussi apporté une validation, ce n'était pas sa faute, ce n'était pas de la naïveté ou de la faiblesse. C'était simplement le résultat de faire confiance à quelqu'un qui était expert en tromperie. Étienne Garel, lorsqu'il a été confronté par la police, a tenté de prétendre qu'il ne connaissait pas les détails financiers du stratagème, qu'il aimait simplement Julien et n'avait aucune connaissance de la fraude. Mais les emails et les messages prouvaient le contraire, il était profondément impliqué, il avait même suggéré des tactiques spécifiques de manipulation. Tous deux feraient face à un procès, et l'avocat de Claire était confiant que nous réussirions à récupérer la majeure partie de l'argent volé, bien que le processus soit long et bureaucratique. L'appartement, heureusement, n'avait jamais été officiellement vendu, donc Claire a gardé sa maison. Les comptes frauduleux ont été fermés, et les banques, embarrassées par l'échec à détecter les fraudes, ont accepté de négocier l'annulation des prêts illégaux. Mais au-delà des procédures légales, il y avait la guérison émotionnelle qui était beaucoup plus complexe et longue. Claire a passé des semaines de thérapie intensive, travaillant non seulement le traumatisme de la trahison mais aussi des questions plus profondes d'estime de soi et de confiance. Il y avait des jours où elle m'appelait en pleurant, disant qu'elle se sentait sale, utilisée, se demandant comment elle n'avait pas remarqué les signes. Et il y avait d'autres jours, de plus en plus fréquents au fil des semaines, où elle semblait plus légère, plus elle-même, redécouvrant des intérêts qu'elle avait abandonnés pendant le mariage parce que Julien les diminuait toujours subtilement. Moi-même j'ai traversé une transformation inattendue. Cette colère froide et contrôlée qui m'avait motivé pendant toute l'enquête a progressivement laissé place à quelque chose de plus productif. J'ai commencé à fréquenter des groupes de soutien pour les familles affectées par des fraudes financières, partageant notre histoire, sans détails identifiables, et aidant d'autres femmes à reconnaître les signes de manipulation. J'ai découvert que mon expérience de vie, cette sagesse qui vient de décennies à observer les gens et les situations, avait une valeur réelle pour d'autres qui étaient perdus dans leur propre tempête. Un après-midi pluvieux d'octobre,
3 mois après la confrontation, Claire et moi étions dans mon appartement en train de prendre le thé et de manger des madeleines que j'avais achetées à la boulangerie de Madame Leclerc, quand elle m'a regardé avec cette manière sérieuse qu'elle a toujours eue depuis l'enfant quand elle voulait dire quelque chose d'important. Maman, je ne t'ai jamais remercié adéquatement pour ce que tu as fait. Pas seulement pour avoir tout découvert, pas seulement pour m'avoir sauvé financièrement, mais pour m'avoir rendu ma propre force. Tu aurais pu simplement me parler de la trahison et me laisser gérer ça toute seule, me noyant dans l'apitoiement sur moi-même. Mais tu m'as montré que j'étais plus forte que je ne le pensais, que je pouvais me battre, que j'avais de la valeur au-delà de ce que n'importe quel homme voudrait me donner. J'ai tenu sa main à travers la table, sentant le poids et la signification de ce moment. Claire, mon amour, tu as toujours eu cette force. Je t'ai juste aidé à t'en souvenir quand les moments sombres essayaient de te faire oublier. Et tu sais ce que j'ai appris de tout ça? Que nous, femmes de ma génération et de la tienne, toutes les générations, avons une résilience que nous sous-estimons souvent. On nous enseigne à être gentilles, accueillantes, à faire confiance, à pardonner. Et ce sont de belles qualités. Mais nous devons aussi apprendre quand arrêter de pardonner, quand faire confiance à nos instincts qui disent que quelque chose ne va pas, quand être impitoyable dans notre propre défense. Quelques semaines plus tard, un matin étonnamment ensoleillé de novembre quand les feuilles de platane doré couvraient les trottoirs de Lyon comme un tapis naturel, j'ai reçu une lettre inattendue. C'était de Julien, écrite de la prison préventive où il attendait son procès. Je suis restée à fixer l'enveloppe pendant de longues minutes, débattant si je devais simplement la jeter sans l'ouvrir, mais la curiosité a gagné. La lettre était étonnamment honnête, presque vulnérable, complètement différente de l'homme arrogant que nous connaissions. Il admettait ses crimes, demandait pardon, bien qu'il reconnaisse que les excuses ne changeraient rien, et expliquait, ne justifiait pas, mais expliquait qu'il avait grandi pauvre, enviant toujours ceux qui avaient plus, et qu'à un certain moment il avait fait le choix conscient d'obtenir ce qu'il voulait peu importe qui il blessait dans le processus. Il terminait en disant qu'il espérait que Claire trouve un bonheur réel, qu'elle méritait bien mieux que ce qu'il n'aurait jamais pu offrir. J'ai montré la lettre à Claire, la laissant décider quoi en faire. Elle l'a lue en silence, des larmes coulant silencieusement sur son visage, et quand elle a terminé, elle l'a pliée soigneusement et l'a mise dans un tiroir. Ce n'est pas du pardon, maman. Pas encore, peut-être jamais. Mais c'est une clôture. C'est lui admettant la vérité sans essayer de manipuler ou de mentir une fois de plus. Et ça, d'une manière étrange, m'aide à avancer. J'ai hoché la tête, comprenant complètement. Guérir ne signifie pas oublier ou nécessairement pardonner, cela signifie intégrer la douleur dans son histoire d'une manière qui ne vous détruit pas. Le procès a eu lieu en février, un de ces jours glacials d'hiver où Lyon est couverte par un brouillard épais qui efface les contours de la ville. Claire a décidé d'être présente, non pas parce qu'elle voulait voir Julien souffrir, mais parce qu'elle voulait le regarder dans les yeux une dernière fois pendant que la justice était rendue. Je l'ai accompagnée, bien sûr, assise à ses côtés au tribunal pendant que les avocats présentaient les preuves, pendant que Julien et Étienne étaient confrontés à leurs mensonges en détail douloureux, pendant que d'autres affectés par leurs stratagèmes, incluant la femme de Paris, donnaient leur témoignage sur comment leur vie avait été détruite. Quand finalement le juge a prononcé les sentences, 5 ans pour Julien, 3 pour Étienne, en plus d'ordre de restitution financière et d'indemnisation, j'ai senti Claire serrer ma main avec force. Ce n'était pas du triomphe que je ressentais d'elle, c'était juste, du soulagement. Soulagement que c'était terminé, que la vérité avait prévalu, qu'elle pouvait finalement commencer à reconstruire sa vie sur des fondations honnêtes au lieu de mensonges élaborés. Dans les mois qui ont suivi, j'ai observé ma fille s'épanouir de manière que je n'aurais jamais imaginée. Elle a complètement rénové l'appartement, effaçant toute trace de la présence de Julien, peignant les murs de couleurs vibrantes qu'il disait toujours être « vulgaires », remplissant les espaces de plantes et d'art qui reflétaient son goût réel au lieu d'une version approuvée par lui. Son cabinet d'architecture a commencé à grandir, obtenant des contrats importants, et elle s'est jetée dans le travail non pas comme une fuite mais comme une passion redécouverte. Elle a recommencé à sortir avec des amis,
à voyager seule vers des endroits qu'elle avait toujours voulu connaître, à sortir avec quelqu'un de temps en temps sans pression pour transformer chaque connexion en quelque chose de sérieux et définitif. Et un dimanche de mai, presque un an après cet après-midi fatidique sur le toit terrasse, Claire m'a invité à un pique-nique au parc de la Tête d'Or. Nous étions assises près du lac, observant les cygnes glisser gracieusement sur l'eau pendant que des familles autour jouaient au frisbee et que des enfants couraient en poursuivant des pigeons, quand elle s'est tournée vers moi avec un sourire authentique, pas forcé, ne masquant pas de douleur, mais authentiquement heureuse. « Maman, je voulais te dire quelque chose. Pour la première fois depuis que je me souvienne, je me sens complète toute seule. Je n'ai pas besoin d'un homme pour me valider, je n'ai pas besoin d'approbation externe pour connaître ma valeur. Et ça, c'est libérateur d'une manière que je ne savais même pas possible. » J'ai regardé ma fille, cheveux lâchés au vent, visage bronzé du soleil, yeux brillants d'une lumière qui avait été éteinte pendant si longtemps, et j'ai senti mon cœur déborder de fierté et d'amour. « Tu sais ce qui est le plus beau dans tout ça, Claire ? C'est que tu n'es pas devenue dure ou amère. Tu as traversé la trahison, la manipulation, presque la destruction complète, mais au lieu de fermer ton cœur au monde, tu l'as ouvert encore plus. Sauf que maintenant, tu l'ouvres avec sagesse, avec discernement, en te protégeant tout en restant capable de faire confiance. Nous sommes restés là pendant des heures, parlant de tout et de rien, de son avenir qui maintenant semblait brillant et plein de possibilités, de mes propres découvertes pendant cette année sur comment je m'étais aussi transformée. J'ai admis à elle que, bien que les motifs aient été terribles, cette expérience m'avait ramené à la vie d'une manière dont je ne réalisais pas que j'avais besoin. Depuis que mon mari était décédé, j'avais seulement existé, passant par les mouvements de la vie sans vraiment vivre. Mais cette bataille, ce besoin de protéger ma fille et de lutter pour la justice, avait rallumé quelque chose en moi que je pensais avoir perdu. Peut-être que c'est la leçon la plus étrange et inattendue de tout ça, maman, a dit Claire pensivement, jetant des morceaux de baguette au canard qui s'était approché plein d'espoir. Que même des pires trahisons, des mensonges les plus cruels, peut émerger quelque chose de valable. Pas que la souffrance en vaille la peine, je ne dis pas ça. Mais que nous sommes capables de transformer même la pire douleur en sagesse, en force, en connexion plus profonde avec nous-mêmes et avec ceux qui nous aiment vraiment. Quand le soleil a commencé à se coucher, peignant le ciel de lions d'orange et de roses dramatiques, nous sommes rentrés à la maison lentement, savourant ce moment parfait de paix après la tempête. Nous sommes passés devant la boulangerie de Madame Leclerc, qui nous a salués avec effusion et voulait connaître tous les détails du scandale, parce que bien sûr tout le quartier l'a su éventuellement, passer devant Monsieur Petit à la loge qui a donné un sourire chaleureux à Claire et a commenté combien elle avait l'air bien dernièrement. Nous avons monté ces escaliers grinçants qui maintenant portaient des souvenirs aussi douloureux que triomphants. En haut des escaliers, avant de nous séparer pour nos appartements respectifs, Claire m'a serré fort et a chuchoté « Merci d'être la mère la plus incroyable du monde. Merci de t'être battue pour moi-même quand j'étais trop aveugle pour me battre pour moi-même. Je t'aime plus que les mots ne peuvent exprimer. » Je l'ai tenue serrée, j'ai embrassé ses cheveux comme je le faisais quand elle était petite, et j'ai répondu « Et je t'aime plus que la vie, ma fille. Je me battrai toujours pour toi, je serai toujours à tes côtés, peu importe ce qui vient. Nous sommes des marraines, et les femmes de cette famille ne se brisent pas, nous plions puis nous nous relevons encore plus fortes. » Cette nuit-là, seule dans mon appartement, je me suis assise sur le balcon avec un verre de vin et j'ai regardé les lumières de Lyon clignoter dans l'obscurité. J'ai pensé à tout ce qui s'était passé depuis cet après-midi de juillet quand j'étais montée sur ce toit terrasse en portant des fromages et du vin, innocemment en pensant que je faisais juste une surprise agréable. J'ai pensé à comment un seul moment peut changer complètement le cours de vies entières, à comment les choix que nous faisons, aussi bien les nôtres que ceux des autres, se répandent comme des vagues à travers le temps. Et j'ai réalisé que, bien que je n'aurais jamais choisi de passer par cette expérience, bien que je n'aurais jamais souhaité cette douleur pour ma fille ou pour moi, il y avait quelque chose de profondément transformateur dans le fait de savoir que nous étions capables d'affronter le pire et d'émerger non seulement survivantes, mais victorieuses. Nous avions regardé l'obscurité, la trahison, la cruauté calculée, et nous avions choisi de ne pas être définis par cela. Nous avions choisi de nous battre, de guérir, de grandir.
Les lumières de la basilique de Fourvière brillaient en haut de la colline, comme elles l'avaient toujours fait pendant les siècles d'histoire de cette ville, témoin silencieux d'innombrables drames humains, tragédies et triomphes. Et là, dans ce moment de silence contemplatif, j'ai fait une promesse silencieuse pour moi-même et pour toutes les femmes qui ont déjà été trahies, manipulées, sous-estimées, ne plus jamais sous-estimer la force que nous portons en nous. Ne plus jamais douter de nos instincts quand quelque chose nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et toujours lutter pour la vérité, peu importe combien elle est douloureuse, parce que c'est seulement à travers la vérité que la vraie guérison peut commencer. Les cloches de l'église proche ont sonné 10 fois, marquant la fin d'un jour de plus dans cette ville ancienne et résiliente. J'ai terminé mon vin, je suis entré et j'ai fermé les portes du balcon derrière moi, et pour la première fois en des mois, j'ai dormi profondément et sans cauchemar. Parce que finalement, la tempête était passée. Et bien que les cicatrices demeurent aussi bien les visibles que les invisibles, elles n'étaient plus des blessures ouvertes saignant de douleur. C'étaient des marques de bataille menées et gagnées, des rappels que nous sommes plus fortes que nous ne l'avons jamais su, plus résilientes que nous ne l'avons jamais imaginé, et absolument incapables d'être détruites par ceux qui ont parié sur notre faiblesse. Ceci est l'histoire de comment une mère de 67 ans et sa fille de 32 ont affronté la trahison la plus cruelle et l'ont transformée en leur plus grande force. Ceci est l'histoire de comment 2 femmes ont refusé d'être des victimes et ont choisi d'être des survivantes, des combattantes, des gagnantes. Et ceci est l'histoire de comment l'amour réel, l'amour de mère et fille, l'amour propre, l'amour pour la vérité et la justice, prévaut toujours sur les mensonges les plus élaborés et les plans les plus cruels. Toujours. Vous venez d'entendre mon histoire. Chaque mot que j'ai partagé avec vous aujourd'hui a été vécu dans ma chair, dans mon cœur de mère qui a vu sa fille être dévorée par un mensonge si cruel qu'il aurait pu la détruire complètement. Et maintenant que vous connaissez tout ce qui s'est passé dans cet immeuble de Villeurbanne, dans ces rues de Lyon que peut-être vous connaissez vous-même, je me demande, qu'auriez-vous fait à ma place ? Auriez-vous eu le courage de verrouiller cette porte du toit-terrasse et de descendre couper l'électricité, sachant que ce geste déclencherait une avalanche de vérités insupportables ? Pendant ces mois terribles où j'ai dû être plus forte que je ne me sentais, plus calculée que ma nature ne le voulait, plus impitoyable que toute ma vie m'avait préparée à être, j'ai souvent pensé aux autres femmes qui peut-être vivaient la même chose que moi en silence. Combien d'entre vous ont déjà senti que quelque chose n'allait pas dans votre famille, mais ont choisi de détourner le regard parce que la vérité semblait trop terrifiante à affronter ? Combien ont vu leur fille, leur petite fille, se faire manipuler par des hommes charmants qui cachaient des intentions monstrueuses derrière des sourires parfaits ? Et combien ont gardé ce poids en silence, sans personne à qui raconter, sans personne qui comprendrait vraiment ? C'est pour cela que j'ai choisi de partager cette histoire avec vous. Non pas pour me vanter de ce que j'ai fait, non pas pour chercher des applaudissements ou de la reconnaissance, mais pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Que si vous avez vécu quelque chose de similaire, si vous portez encore les cicatrices de trahison passées, si vous vous réveillez parfois la nuit en vous demandant comment vous n'avez pas vu les signes plus tôt, je vous comprends. Je suis passé par là. Et je suis sorti de l'autre côté, peut-être pas intacte, peut-être pas la même femme qu'avant, mais plus forte d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Maintenant, j'ai besoin de vous entendre. J'ai besoin de savoir que mes mots ont trouvé un écho dans vos cœurs. Laissez-moi un commentaire ici, juste en dessous de cette vidéo, et dites-moi, d'où m'écoutez-vous aujourd'hui ? Êtes-vous à Paris, à Marseille, à Bordeaux, dans un petit village de Provence ou peut-être même au-delà de nos frontières françaises ? Et surtout, racontez-moi, auriez-vous fait la même chose que moi ? Auriez-vous eu le courage de confronter les mensonges, de monter ce piège élaboré, de transformer votre douleur en action calculée pour protéger quelqu'un que vous aimez ? Peut-être que certaines d'entre vous auraient réagi différemment. Peut-être que vous auriez confronté Julien immédiatement, que vous auriez fait un scandale sur ce toit-terrasse, que vous n'auriez pas eu la patience que j'ai dû cultiver pendant ces semaines interminables. Et c'est correct aussi. Chacune de nous réagit selon sa propre histoire, selon ses propres forces et faiblesses. Ce qui compte, c'est que nous refusions d'être des victimes silencieuses, que nous choisissions de protéger celles que nous aimons,
que nous trouvions notre propre manière de transformer la douleur en quelque chose qui nous fortifie plutôt que nous détruise. Si cette histoire vous a touché au point où vous sentez votre gorge se serrer, ou des larmes montent à vos yeux parce qu'elles résonnent avec quelque chose que vous avez vécu vous-même, alors s'il vous plaît, laissez votre like sur cette vidéo. Ce simple geste me dit que je ne parle pas dans le vide, que quelque part en France, peut-être à des centaines de kilomètres d'ici, une femme de mon âge ou plus jeune comprend exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai vu ma fille se faire dévorer par un prédateur déguisé en prince charmant. Chaque like est une main tendue à travers l'écran, une façon silencieuse de dire « Moi aussi, je comprends. Moi aussi, j'ai survécu à quelque chose de similaire. » Et si vous avez une histoire à partager, même si elle est différente de la mienne, même si les détails ne correspondent pas exactement, racontez-la dans les commentaires. Pas besoin de nom, pas besoin de détails qui pourraient vous identifier si vous ne le voulez pas. Mais partagez l'essentiel. Comment avez-vous découvert la vérité? Qu'avez-vous fait ensuite? Comment avez-vous trouvé la force de continuer quand tout semblait s'effondrer autour de vous? Vos mots peuvent être exactement ce dont une autre femme a besoin aujourd'hui pour réaliser qu'elle n'est pas seule, qu'elle peut elle aussi survivre à sa propre tempête. Vous savez, à mon âge, j'ai appris que les histoires ont un pouvoir immense. Elles nous connectent à travers le temps et l'espace, elles nous rappellent notre humanité commune, elles nous montrent que la douleur que nous pensons être uniquement nôtre est en fait partagée par d'innombrables autres âmes. Et c'est dans ce partage, dans cette vulnérabilité partagée, que nous trouvons une force collective qui dépasse ce que n'importe laquelle d'entre nous pourrait accomplir seule. Voilà pourquoi je vous demande de ne pas garder le silence. Brisez-le. Racontez votre vérité, même si elle tremble en sortant. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à cliquer sur ce bouton d'abonnement. Parce que ce n'est pas seulement mon histoire que je partage ici. C'est un espace où les femmes de notre génération, celles qui ont vu tant de choses, qui ont survécu à tant d'épreuves, peuvent se retrouver et se reconnaître dans les récits des autres. C'est un endroit où votre expérience compte, où votre sagesse a de la valeur, où votre douleur transformée en force peut inspirer quelqu'un d'autre qui traverse aujourd'hui ce que vous avez traversé hier. Chaque nouvel abonné à cette chaîne crée une communauté plus forte, un réseau de soutien invisible mais réel où nous nous rappelons mutuellement que nous sommes plus que les trahisons que nous avons subies, plus que les mensonges qu'on nous a racontés, plus que les hommes qui ont essayé de nous diminuer ou de nous utiliser. Nous sommes des survivantes, des guerrières discrètes, des femmes qui ont appris que la gentillesse n'est pas synonyme de faiblesse et que la force véritable réside souvent dans la capacité de transformer la douleur en sagesse plutôt qu'en amertume. Alors je vous le demande une dernière fois, avec tout le respect et l'affection que je porte pour chacune d'entre vous qui m'avez écouté jusqu'à la fin, commentez, partagez, abonnez-vous. Non pas pour moi, mais pour toutes ces femmes qui se sentent seules dans leur douleur, qui pensent qu'elles sont les seules à avoir vécu quelque chose de similaire, qui ont besoin de voir qu'il y a de la lumière au bout du tunnel le plus sombre. Votre voix compte. Votre histoire compte. Et ensemble, nous sommes beaucoup plus fortes que séparées. Merci d'avoir eu le courage d'écouter mon histoire jusqu'au bout. Merci d'être là, de l'autre côté de cet écran, quelque part en France ou ailleurs, créant avec moi cette connexion invisible mais profondément réelle. Je vous embrasse toutes avec la tendresse d'une femme qui comprend la douleur mais qui croit encore, malgré tout, en la force indestructible que nous portons tout en nous. À très bientôt, dans une prochaine histoire, dans un prochain partage de vérité qui nous libère plutôt que nous enchaîne.